Alors qu'il suit des études de cinéma à l'Université de Californie du Sud, le jeune scénariste et futur réalisateur Dan O'Bannon se lance dans la réalisation de Dark Star, une comédie de science-fiction fauchée mais inventive. Le film est dirigé par John Carpenter, qui n'est pas encore la légende de l'horreur que l'on connaît aujourd'hui, et bénéficie des talents de Ron Cobb, un illustrateur et designer qui signe les concepts visuels. Cette petite production met en scène un extraterrestre volontairement absurde, fabriqué avec les moyens du bord. Un simple ballon de plage, peint à la bombe et décoré de griffes en caoutchouc. Here, boy. Want your mouse? Nice mouse. Pretty toy. Want your mouse? Idiot. Cette expérience amuse O'Bannon, mais lui laisse aussi un désir tenace. Un jour, il créera une créature qui semblera crédible et réellement terrifiante. Quelques années plus tard, il reprend l'idée d'un vaisseau spatial isolé, mais cette fois en y insufflant une atmosphère d'horreur. Son objectif est simple, Dark Star, mais en version cauchemar. Pendant ce temps, Ronald Shusett, jeune scénariste passionné de science-fiction, planche sur un projet ambitieux inspiré d'une nouvelle de Philip K. Dick. Ce travail finira par donner naissance à ce qui deviendra, des années plus tard, Total Recall. Merde. Tu te casses sur Mars. Séduit par cette approche horrifique, il contacte O'Bannon et les deux hommes décident de collaborer. Ils choisissent de développer d'abord l'histoire imaginée par ce dernier, jugée plus simple et moins coûteuse à produire. De là naît Memory, un scénario d'une trentaine de pages, décrivant un équipage d'astronautes tiré de son hypersommeil après avoir intercepté un signal mystérieux. En allant enquêter, leur vaisseau est endommagé à la surface. L'idée d'une créature extraterrestre est déjà là, mais son apparence et sa nature restent encore très floues. Peu après, O'Bannon est recruté pour travailler sur l'ambitieuse adaptation de Dune par Alejandro Jodorowsky. Il s'installe à Paris pour collaborer sur le projet pendant 6 mois. Si le film ne verra jamais le jour, cette expérience change tout pour lui. Il y rencontre plusieurs artistes qui marqueront profondément son imaginaire, dont Chris Foss, Jean Giraud et surtout Giger. Il admire les couvertures futuristes de Foss et se dit fasciné par l'univers organique et troublant de Giger. Selon lui, ses peintures étaient à la fois horribles et magnifiques. Cette découverte le bouleverse au point de concevoir un nouveau scénario centré sur une créature inspirée de ses œuvres. L'arrêt brutal du projet Dune le laisse sans ressources. De retour à Los Angeles, sans logement ni argent, il se réfugie chez Ronald Shusett. Ensemble, ils reprennent Memory avec l'idée d'en faire un scénario suffisamment percutant pour séduire un studio. Ronald apporte alors une idée clé. Reprendre l'un de ses anciens concepts, celui de créatures s'infiltrant dans un bombardier B-17 pendant la Seconde Guerre mondiale, et transposer cette menace à bord du vaisseau spatial. Le projet, d'abord intitulé Star Beast, change de nom lorsque le scénariste remarque combien le mot alien revient dans le script. Ronald ajoute aussi un élément crucial. Et si la créature implantait un embryon dans un membre d'équipage qui finirait par en jaillir de manière spectaculaire? Cette idée donnera naissance à l'une des scènes les plus célèbres de la saga. Qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Pour écrire son histoire, O'Bannon puise dans un large éventail d'œuvres de science-fiction et d'horreur. Il dira avec humour plus tard « Je n'ai volé Alien à personne, je l'ai volé à tout le monde ». L'idée d'un groupe piégé par une créature dans un lieu clos vient de La chose d'un autre monde sorti en 1951, Planète interdite sorti en 1956 lui inspire la séquence où le vaisseau reçoit un avertissement de ne pas atterrir, puis l'équipage est éliminé un par un pour avoir ignoré l'avertissement. Il se nourrit aussi de La planète des vampires sorti en 1965 où les héros découvrent le squelette d'un extraterrestre géant, idée reprise pour la découverte du Space Jockey. Il cite également d'autres œuvres comme la nouvelle Junkyard de Clifford D. Simak où des astronautes découvrent une pièce remplie d'œufs, Strange Relation de Philip Rosé Farmer sur la reproduction extraterrestre, ainsi que les comics d'horreur DC Comics où les monstres surgissent littéralement des corps humains. L'intrigue enfin définie, les deux hommes présentent leur projet à plusieurs studios en le décrivant comme les dents de la mer dans l'espace. Ils sont sur le point de signer avec Roger Corman quand un ami leur conseille de viser plus haut et envoie le scénario à Gordon Carroll, David Giller et Walter Hill, fondateurs de la société Brandywine, associée à la 20th Century Fox. Séduits, les producteurs achètent le script mais se lancent dans une série de réécritures. Ces modifications provoquent rapidement des tensions. O'Bannon et Shusett estiment que le projet perd en force. Pourtant, certaines idées de Giller et Hill restent dans la version finale. Notamment l'ajout de l'androïde H, que Shusett finira par considérer comme l'une des meilleures trouvailles du film. Quel était l'ordre spécial qu'on t'a donné? Ramener sur Terre forme vivante. Saloperie, cette compagnie. Après 8 versions successives, les dialogues sont resserrés, certaines scènes simplifiées et l'intrigue secondaire d'H pleinement intégrée.
La Writers Guild of America attribuera finalement le crédit officiel du scénario à O'Bannon seul. À cette époque, la Fox n'était pas très enthousiaste à l'idée de produire un film de science-fiction. Mais le raz-de-marée provoqué par Star Wars en 1977 change la donne. Le genre devient très rentable. Alien obtient donc enfin son feu vert avec un budget initial de 4 millions de dollars. Le financement est américain, mais la production est confiée à la branche britannique de la Fox, un choix qui marquera profondément l'esthétique du long métrage. O'Bannon espérait réaliser lui-même, mais le studio propose d'abord la mise en scène à Walter Hill, qui décline. D'autres réalisateurs sont envisagés comme Peter Yates, John Boorman, Jack Layton, Robert Aldrich, Robert Altman, mais l'équipe craint qu'ils ne prennent pas le projet au sérieux et en fassent une série B. Steven Spielberg est brièvement considéré, mais son emploi du temps ne lui permet pas de s'impliquer. Le choix se porte finalement sur Ridley Scott, dont le premier film, Les Duellistes sorti en 1977, a impressionné les producteurs. Enthousiasmé, il accepte immédiatement et commence à travailler à Londres, où il réalise des storyboards si détaillés que la Fox décide de doubler le budget, offrant au film une ambition visuelle bien plus grande. Dans ces storyboards, Ridley s'inspire de l'esthétique épurée de 2001 l'Odyssée de l'espace et de la modernité de Star Wars, tout en gardant le film solidement ancré dans l'horreur. Pour lui, Alien doit ressembler à un slasher spatial, un massacre à la tronçonneuse de science-fiction. Côté casting, il veut des acteurs solides afin de pouvoir se concentrer sur l'univers visuel. Avec seulement 7 personnages, les rôles sont volontairement écrits de façon neutre, sans préciser leur genre. Cette liberté permet à Scott de composer un équipage crédible qu'il imagine comme de simples camionneurs de l'espace, très loin des héros idéalisés de l'époque. Ripley, pensée au départ comme un homme, devient finalement une femme, ce qui donnera au film une identité encore plus forte. Scott va même jusqu'à rédiger des biographies détaillées pour chaque membre de l'équipage, afin d'aider les acteurs à s'approprier pleinement leur rôle. Il filme de nombreuses répétitions pour capturer des moments spontanés et les tensions naturelles entre les comédiens, donnant à l'écran une dynamique réaliste. Les personnages sont aussi plus âgés que dans les thrillers habituels, renforçant l'impression de voir des ouvriers de l'espace plutôt que des aventuriers. Cette approche terre-à-terre accentue l'atmosphère oppressante et facilite l'identification du spectateur. Le tournage dure 14 semaines du 5 juillet au 21 octobre 1978. La majorité des prises de vue a lieu dans les studios Pinewood et Shepperton, près de Londres. Le calendrier est serré, la Fox exige que le film soit livré dans les temps malgré un budget limité, ce qui maintient la pression sur toute l'équipe. Plus de 200 artisans et techniciens construisent les 3 principaux décors. Le directeur artistique Les Daly conçoit des miniatures à l'échelle 1/24 d'après les dessins de Giger avant de créer les moules qui serviront à fabriquer les décors grandeur nature en bois et fibres de verre. Des tonnes de sable, de plâtre et de gravier sont nécessaires pour recréer un paysage désertique réaliste. Les acteurs doivent traverser ce décor en combinaison spatiale, mais ces tenues massives et mal ventilées se transforment vite en vrais petits saunas. La chaleur est telle que certains comédiens frôlent l'évanouissement, obligeant la production à faire venir des infirmières équipées de bouteilles d'oxygène sur le plateau. C'est très bizarre. Ça, tu l'as dit. Tous les écrans du Nostromo affichent de véritables images de synthèse, un choix novateur à l'époque. Cela évite d'avoir recours à des incrustations compliquées ou à des animations image par image. Pour donner une idée de l'échelle du vaisseau, un train d'atterrissage de 18 mètres est construit. Scott, craignant que l'effet ne soit pas assez impressionnant, a une idée astucieuse. Il fait enfiler des combinaisons spatiales miniatures à ses 2 fils et à celui du directeur de la photographie, Derek Vallant. Filmé dans ce décor géant, il donne l'illusion que le vaisseau est encore plus colossal. Ces prises de vue furent éprouvantes. Enfermés dans leurs scaphandres surchauffés et exposés à la lumière des projecteurs, les enfants faillirent s'évanouir eux aussi. Des systèmes d'oxygène furent finalement ajoutés pour leur permettre de respirer correctement. 4 chats identiques ont été choisis pour incarner le compagnon de l'équipage. Et pendant le tournage, Sigourney Weaver découvre qu'elle est allergique à l'association des poils de chat et de la glycérine appliquée sur sa peau pour simuler la sueur. Le problème disparaît dès que la glycérine est retirée, lui permettant de continuer à tourner sans souci. À l'origine, le film devait se conclure avec la destruction du Nostromo et l'évasion de Ripley à bord d'une navette. Ridley Scott décide d'ajouter un 4e acte, un face-à-face final entre Ripley et l'alien, dans un huis clos étouffant. La Fox accepte d'allonger le tournage et d'augmenter légèrement le budget pour inclure cette séquence. Scott avait même envisagé une fin beaucoup plus sombre où l'alien décapitait Ripley avant d'enregistrer son dernier message avec sa voix. Mais les producteurs rejettent l'idée, préférant un dénouement où la créature est vaincue.
Dan O'Bannon joue un rôle crucial en présentant à Ridley Scott les œuvres de Giger. Lorsqu'ils découvrent la peinture Necronome 4, ils comprennent qu'ils tiennent l'inspiration parfaite pour leur monstre. Une silhouette élancée, cauchemardesque et presque sensuelle. Enthousiastes, ils insistent pour engager Giger comme designer. Alors comment naissent toutes ces idées D'abord, je fais des toiles avec mon aérographe. Je travaille avec l'encre de Chine. Oui. Ce sont quelques dessins que j'ai faits pour Ridley Scott. J'appelle biomécanoïde, ça veut dire biologique et puis mécanique. Le fait d'avoir travaillé, vous avez travaillé longtemps sur ces décors? Oui, beaucoup. Je suis allé à Shepperton Studio pour superviser les choses. C'est très difficile de transformer mes dessins en 3 dimensions. Mais la Fox hésite d'abord, jugeant son univers trop dérangeant. Mais l'équipe de Brandywine reste ferme, persuadée que ce style visuel donnera au film toute sa force. Le studio finit par céder et Scott rencontre l'artiste. Et Giger accepte de concevoir l'ensemble de l'univers, la surface du planétoïde, le vaisseau abandonné et les 4 stades de l'alien, l'œuf, le facehugger, le chestburster et l'alien adulte. Son travail donne naissance à un monde visuel inédit au cinéma, mélange d'architecture biomécanique et de formes organiques, hypnotiques et dérangeantes. Les décors du vaisseau abandonné, avec leurs parois osseuses et leurs couloirs semblables à des entrailles, accentuent le malaise du spectateur et confèrent une dimension presque sexuelle à l'ensemble. The advantage of using plasticine is we can bed pieces of plastic pipe into the plasticine and it holds quite well. Areas like this, we use pieces of plastic tube, cut it, fit it in, fix it with polyamine with nails or pins, and then dress up to it with plasticine. This is being painted at the moment somewhere, so it'll be finished off later. Parmi les scènes les plus marquantes figure celle où l'un des personnages découvre l'œuf. Tournée en post-production avec un œuf en fibre de verre muni d'un couvercle hydraulique, elle est rendue encore plus organique grâce aux mains gantées de Scott qui animent l'intérieur, rempli d'estomac et de tripes de vache. Détail amusant, avant le tournage, des essais furent réalisés avec de simples œufs de poule. Ces images furent utilisées pour les premières bandes annonces et c'est même un œuf de poule qui figure sur l'affiche du film. Un visuel devenu culte, en total décalage avec l'apparence horrifique de l'œuf à l'écran. Le facehugger est la première créature imaginée par Giger. Après plusieurs essais, il s'arrête sur une petite créature aux longs doigts osseux, presque humain, et à la queue sinueuse. O'Bannon et Ron Cobb participent à l'élaboration du design final, Cobb ayant l'idée de donner à la créature un sang acide. Ce détail dramatique, repris pour l'alien adulte, la rend quasiment indestructible. Toute tentative de l'attaquer pourrait percer la coque du vaisseau et condamner l'équipage. Lors de l'autopsie du facehugger, Scott utilise un mélange de poissons et de crustacés pour créer un intérieur organique et dégoûtant, rendant la scène encore plus réaliste. Le design du chestburster s'inspire du tableau 3 études de figures au pied d'une crucifixion de Francis Bacon, célèbre pour ses formes dérangeantes. La première version imaginée par Giger ressemblait à un poulet plumé avant d'être affinée pour devenir la créature allongée et cauchemardesque que l'on connaît aujourd'hui. Dan O'Bannon expliquera plus tard que son expérience avec la maladie de Crohn avait influencé l'idée de cette scène, véritable cauchemar viscéral. Pour la tournée, l'équipe prépare un torse artificiel de John Hurt, bourré de faux sang et de viscères, ne laissant dépasser que sa tête et ses bras de sous la table. Les acteurs savent qu'une créature doit jaillir, mais ignorent l'ampleur de l'effet gore. Quand les pompes à haute pression projettent une giclée de sang, la panique est authentique. Parker, ne le touche pas, non, ne le touche pas. La créature, fixée sur un bâton manipulé par un marionnettiste, est ensuite projetée hors champ. Cette scène devient immédiatement légendaire, en grande partie grâce aux réactions réelles des acteurs. Sa violence choque le public. Lors des avant-premières, certains spectateurs reculent dans la salle. Avec le temps, elle est entrée dans l'histoire du cinéma comme l'un des moments les plus marquants jamais filmés. En 2007, le magazine Empire la sacre meilleur moment de cinéma interdit aux moins de 18 ans devant la décapitation qu'on peut voir dans La Malédiction et la transformation dans le loup-garou de Londres. Autre moment fort, la révélation de la vraie nature d'Ash. Laisse-moi.
Pour cette séquence, l'équipe fabrique une marionnette du torse et du haut du corps de l'androïde animée par en dessous. L'effet est si réaliste qu'un ouvreur s'évanouit lors d'une projection test. Vous avez ma sympathie. Les entrailles de l'androïde sont faites d'un mélange étonnant. Lait, caviar, pâtes, fibres optiques et sonde urinaire médicale. Un mélange très malaisant. Pour le xénomorphe, Giger réalise plusieurs peintures avant de figer la version définitive. Il sculpte le corps en pâte à modeler et y intègre des éléments mécaniques, comme des vertèbres de serpent, et des pièces provenant d'une Rolls-Royce pour lui donner cet aspect biomécanique unique. La tête est confiée à Carlo Rambaldi, spécialiste des effets mécaniques qui avait déjà travaillé sur Rencontre du troisième type. Il suit les dessins de Giger, mais les adapte pour intégrer les mécanismes nécessaires à l'animation de la mâchoire et de la bouche intérieure. Grâce à un ingénieux système de câbles, la langue rigide peut jaillir et révéler une seconde mâchoire dotée de dents articulées. La tête finale est une prouesse technique. Près de 900 pièces et points d'articulation la composent. Sous sa coque se cache même une véritable boîte crânienne humaine. Pour accentuer l'aspect organique, l'équipe enduit la créature de gel, lui donnant son apparence luisante et visqueuse. Les sons glaçants qu'elle émet sont créés par Percy Edwards, un artiste vocal britannique spécialiste des bruits d'animaux qui avait déjà participé aux cris de baleine dans Orca. Pour l'incarner, Ridley Scott choisit Bolaji Badejo, étudiant en art graphique de 2 mètres à la silhouette filiforme. Son corps est moulé afin de créer un costume en latex parfaitement ajusté, accentuant ses proportions irréelles. Scott expliqua que l'alien devait refléter son hôte, ici un humain, d'où son aspect humanoïde troublant. Pour rendre ses déplacements plus inquiétants, il suit des cours de mime apprenant à bouger avec lenteur et précision, ce qui donne à la créature une allure à la fois gracieuse et prédatrice. Certaines cascades sont confiées à Eddie Powell et Royce Camel. Powell, suspendu à des câbles, descend du plafond pour attaquer Brett, donnant l'impression que l'alien fond sur sa proie comme un animal en chasse. Scott choisit de ne presque jamais montrer la créature en entier, préférant la cacher dans l'ombre et multiplier les plans rapides et fragmentés. Pour lui, l'horreur n'est moins de ce que l'on voit que de ce que l'on croit voir. C'est ainsi que l'alien devient l'un des monstres les plus marquants du cinéma, grâce à son design biomécanique qui évoque des images sexuelles troublantes. Les critiques y voient des symboles à la fois phalliques et féminins. Le célèbre critique Roger Ebert soulignera que le film entretient la peur en faisant évoluer la créature tout au long de l'histoire, de sorte que le spectateur ne sait jamais vraiment à quoi il fait face avant la scène finale. Ron Cobb et Chris Foss, déjà connus pour Dark Star et Dune, réalisent de nombreux croquis pour donner forme au Nostromo, nom choisi par Cobb en hommage au roman de Joseph Conrad. Publié au début du XXe siècle, ce récit met en scène un marin entraîné dans les jeux de pouvoir et la cupidité d'une compagnie minière. Un choix très symbolique, puisque dans Alien, l'équipage du vaisseau est lui aussi soumis aux intérêts d'une multinationale prête à les sacrifier pour servir ses profits. Le générique d'ouverture, conçu par R. Greenberg Associates, instaure d'emblée un sentiment d'inquiétude. Les lettres du titre apparaissent lentement, fragmentées et espacées, renforçant le mystère et l'atmosphère oppressante. La première projection pour les représentants de la Fox est un échec, en raison d'un problème de son. Mais une seconde projection à Dallas change la donne. Le public est tétanisé et le studio comprend qu'il a un futur succès entre les mains. 2 bandes-annonces sont produites. La première se compose d'images fixes sur la musique de Jerry Goldsmith et la seconde montre un simple œuf de poule sur la musique du film et servira aussi d'affiche. La campagne marketing s'appuie sur une phrase devenue culte « Dans l'espace, personne ne peut vous entendre crier ». Classé R aux États-Unis et X au Royaume-Uni, le film sort progressivement. Il est projeté pour la première fois en mai 1979 avec une avant-première mondiale au Festival de Seattle. À Hollywood, les spectateurs font la queue sur plusieurs pâtés de maison. Sunday, the Ridgely Theater in Fort Worth had the biggest day in its entire history. It sold more than The Godfather, Close Encounters of the Third Kind, Superman, and Love Story. But the biggest surprise to theater employees is the number of parents bringing young children to see Alien. Are you sorry, sir, that you brought your son along to see Alien? No, ma'am, I think he should have seen it. It's something that he needs to know that things like that could happen in life. That could be a true story based on, science. We never know what's going on the outside of the world. Avec un budget estimé entre 8 et 14 millions de dollars, Alien réalise un carton dès son lancement. Distribué dans seulement 90 cinémas aux États-Unis et 1 au Canada, il bat 51 records locaux et rapporte plus de 3 millions de dollars en un week-end, affichant l'une des meilleures moyennes par écran de l'histoire. Il grimpe directement en tête du box-office américain où il reste 3 semaines.
Au total, le film rapporte environ 188 millions de dollars dans le monde, un résultat colossal pour une œuvre aussi sombre. Le succès d'Alien est immédiat et durable. Peu après sa sortie, Dan O'Bannon doit faire face à une plainte pour plagiat d'un scénariste qui l'accuse d'avoir copié un projet intitulé Black Space. O'Bannon prouve qu'il avait écrit son histoire bien avant et l'affaire est classée. Évidemment, le long métrage inspire de nombreux imitateurs. Certains vont même jusqu'à utiliser le mot alien dans leur titre, comme Alien Dead de 1979, renommé à la dernière minute pour surfer sur le succès. En 1980, Luigi Cozzi prévoit d'appeler son film Alien 2, mais les avocats de la Fox l'en empêchent. Des productions comme Contamination, Le Monstre Attaque, La Galaxie de la Terreur, Mutant ou Dead Space reprennent ouvertement des éléments du film. œufs gluants, créatures surgissant de la poitrine, atmosphère de cauchemar spatial. Galaxy of Terror. It's been waiting a billion years. Certaines scènes deviennent des classiques et sont parodiées comme dans La folle histoire de l'espace. John Hurt y rejoue son rôle, mais cette fois, la créature entame un numéro de danse sur le comptoir. Bref, un mythe est né. En mêlant science-fiction, horreur et esthétique organique, le xénomorphe devient l'un des monstres les plus marquants du 7e art, tandis que le Nostromo et son équipage de camionneurs de l'espace offrent un cadre réaliste qui amplifie l'angoisse. Le succès critique et public du film prouve qu'une œuvre sombre, lente et oppressante peut captiver le grand public. Alien redéfinit la science-fiction au cinéma et ouvre la voie à une franchise culte. Ce qui n'était à l'origine qu'un modeste projet de série B devient un phénomène culturel encore étudié et imité plus de 40 ans après sa sortie. Et ce n'était qu'un début. Quelques années plus tard, un certain James Cameron reprendra le flambeau et transformera ce huis clos horrifique en une épopée d'action survoltée. Aliens. This time it's war. Le succès colossal d'Alien a tout de suite fait naître l'idée d'une suite, mais passer de l'envie à la réalité s'est avéré bien plus compliqué que prévu. Brandywine Productions, la société derrière le premier film, se heurte d'abord au scepticisme de la 20th Century Fox. Alan Ladd Jr., président du studio, soutient le projet d'un Alien 2, mais quitte la Fox avant de pouvoir le lancer. Son successeur, Norman Levy, est beaucoup plus frileux. Pour lui, une suite coûterait trop cher et risquerait de se planter au box-office. À l'époque, beaucoup de dirigeants pensent que le succès d'Alien était un coup de chance et que le public ne se précipiterait pas forcément pour un deuxième opus. En plus, les films d'horreur commencent à moins bien marcher, ce qui n'aide pas à convaincre les décideurs. La situation se complique encore quand les producteurs de Brandywine poursuivent la Fox pour des bénéfices impayés. Malgré les plus de 100 millions de dollars apportés par le film pour un budget d'à peine 10 millions, le studio l'avait déclaré déficitaire grâce à quelques acrobaties comptables bien connues à Hollywood. Le litige se règle seulement début 1983, ce qui permet enfin à Brandywine de relancer officiellement le projet de suite. L'arrivée de Joe Wiseman à la tête de la Fox va faire avancer les choses. Plus ouvert, il donne le feu vert pour chercher un scénariste. Larry Wilson, responsable du développement chez Brandywine, tombe alors sur le scénario d'un jeune réalisateur prometteur, James Cameron, auteur de The Terminator. The Terminator. Your future is in its hands. Séduit, il soumet son travail à Hill, Giller et Carroll. En novembre 1983, le jeune scénariste rédige en seulement 3 jours un traitement de 42 pages pour Alien 2, avec une idée simple mais redoutable, Ripley et des soldats face aux aliens. Mais le studio reste divisé, certains cadres trouvent le projet trop orienté vers l'action et l'horreur au détriment des personnages. À un moment, la Fox envisage même de céder les droits de la suite aux producteurs de Rambo, mais les négociations échouent et le projet retombe dans les limbes. Mais il faut attendre juillet 1984 pour que les choses avancent enfin. Lawrence Gordon, qui prend la direction du studio, découvre que la suite est en suspens depuis des années et s'étonne qu'aucun progrès n'ait été fait. Il décide de relancer le projet, tout simplement. Au même moment, le tournage de Terminator est retardé à cause des obligations contractuelles d'Arnold Schwarzenegger. Cameron met ce contretemps à profit pour développer davantage son scénario qu'il étend à 90 pages. Il y ajoute certaines de ses propres idées, comme un concept qu'il appelait Mother, avec un extraterrestre et une combinaison mécanisée qui deviendra plus tard le célèbre exosquelette de Ripley. Cette nouvelle version du scénario convainc enfin la Fox et Lawrence Gordon, mais James Cameron n'a pas l'intention de s'arrêter là.
il veut aussi réaliser le long métrage. Le studio hésite. À ce moment-là, Cameron n'a qu'une seule réalisation à son actif, Piranha 2, un petit film d'horreur passé complètement inaperçu, et qu'il n'a pas vraiment réalisé vu qu'il a été viré. Mais la Fox ne va pas hésiter très longtemps. Tout change à la fin de 1984 avec la sortie du Terminator, qui devient un immense succès critique et commercial. Du jour au lendemain, Cameron gagne en crédibilité et Gordon lui confie officiellement la mise en scène d'Alien. Mais certains de ses proches tentent de le dissuader d'accepter, craignant que le public attribue tout le mérite du film à Ridley Scott et que Cameron se retrouve accusé si la suite ne fonctionne pas. Ridley Scott, de son côté, expliquera plus tard qu'on ne l'avait jamais officiellement approché pour réaliser la suite, probablement parce que ses rapports avec la Fox avaient été compliqués sur le premier film. C'est à ce moment-là que Cameron trouve le titre définitif. Lors d'une réunion, il écrit Alien au tableau, ajoute un S, puis transforme ce S en signe de $, histoire de bien rappeler le potentiel commercial de cette suite. Cameron pose aussi une condition, que sa compagne et collaboratrice Galen Hurd soit productrice du film. Cependant, la Fox n'est pas convaincue, estimant qu'elle n'aura pas assez de poids pour gérer une production de cette ampleur. Hurd doit alors activer tout son réseau pour prouver son expérience. Elle finit par décrocher le poste et devient un maillon essentiel de la production. En février 1985, le metteur en scène remet le scénario final quelques heures seulement avant le début d'une grève des scénaristes à Hollywood. Conscient qu'il ne pourrait pas recréer l'effet de surprise du premier film, il choisit une autre voie, mélanger l'angoisse suffocante d'Alien avec l'action frénétique de Terminator. Il résume son idée simplement. Si le premier film ressemblait à une maison hantée, Alien le retour devait être comme des montagnes russes. Fidèle à son goût pour les héroïnes fortes, il écrit le scénario en gardant une photo de Sigourney Weaver sur son bureau. Il veut faire de Ripley une survivante déterminée, plus charismatique et plus combative, dans la lignée de Sarah Connor. Qu'on soit clair, le script enthousiasme tout le monde, mais le budget devient un sujet explosif. Le studio l'estime à 35 millions de $, alors que Galen Hurd assure qu'il peut être tourné pour beaucoup moins. La Fox ne propose finalement que 12 millions, une somme jugée insuffisante par Cameron et Hurd qui quittent alors le projet. Lawrence Gordon réussit à faire augmenter le budget et parvient à les convaincre de revenir. Mais un autre bras de fer éclate, cette fois autour du casting. La Fox hésite à rappeler Sigourney Weaver, craignant qu'elle demande un cachet astronomique. Mais sans elle, il n'y a tout simplement pas de film. Face au refus de la production, le duo claque à nouveau la porte et partent se marier. À leur retour de lune de miel, la situation s'est débloquée. Weaver est confirmé, Alien le retour obtient enfin le feu vert et Cameron saluera plus tard Lawrence Gordon pour avoir été décisif dans cette victoire. La comédienne ne signe pas tout de suite pour reprendre le rôle de Ripley. Même séduite par le scénario de Cameron, elle veut s'assurer que le film ne soit pas qu'une machine à cash. Finalement, elle obtient un cachet d'1 million de $, plus un pourcentage sur les bénéfices, le plus gros salaire de sa carrière à ce moment-là. Les négociations traînent tellement que Cameron et Hurd vont jusqu'à menacer d'écrire Ripley hors du film pour accélérer les choses. Peu après, l'accord est enfin conclu. Pour le rôle de Newt, le réalisateur choisit Carrie Henn, une petite fille totalement inconnue, repérée dans une école. Elle n'a aucune expérience d'actrice, mais son visage expressif le convainc immédiatement. It's not easy being the only human on a distant planet to survive an alien attack. Now imagine doing that and being 9 years old. That's the task Carrie Henn faces as Newt in the new movie Aliens. Boy, did you get to help select Carrie? Not really. I met Carrie. They had interviewed thousands of little girls in America and in England by going around to the American bases and talking to all the little children. And so Carrie was their first choice, and I met Carrie. I guess it wasn't final, but we met and we went through a couple of scenes. We did that scene, remember? And we went through it and we did almost all our scenes that day, and then, you know, it was obvious to everybody that we were really lucky. Was it scary going to the set the first day and not really knowing what was expected of you? Well, tell me about that first day on the set. Well, the first day I went on the set, I was kind of nervous. And then Sigourney told me not to be nervous because you have to just pretend as if you weren't nervous in that.
Le casting de X, lui, connaît un coup de théâtre. James Remar est d'abord choisi, mais quitte le tournage au tout début de la production. Michael Biehn, que Cameron avait déjà dirigé dans Terminator, est appelé en renfort. Qu'est-ce que c'est, X? Moi, c'est Hudson. Lui, c'est X. Pour Bishop, Lance Henriksen hésite à jouer un androïde, encore marqué par la performance d'Ian Holm dans Alien. Cameron le rassure, Bishop sera différent, presque enfantin, bienveillant et compatissant envers les humains. Ça n'arrive plus jamais maintenant avec nos inhibiteurs de comportement. Vous n'en voulez pas. Ne vous approchez jamais, Bishop, c'est bien clair? Cette suite marque aussi les débuts de Janet Goldstein au cinéma. Pour incarner Vasquez, elle s'entraîne des heures à la salle de sport et prend du muscle comme le demande Cameron. Oh les flingues! Ouais! Chaque jour, elle porte des lentilles sombres et se maquille pour assombrir sa peau et cacher ses taches de rousseur, donnant vie à un personnage d'origine latino. C'est ça, une vraie Mexicaine. La tête lui sert à rien, c'est la gâchette qui lui sert à penser. Le tournage principal commence en septembre 1985 au légendaire studio Pennywood, choisi pour leur gigantesque plateau et des coûts inférieurs à ceux des États-Unis. Cameron dispose d'un budget de 18 millions de dollars et d'un calendrier serré de 75 jours pour boucler un film beaucoup trop ambitieux. Très vite, l'ambiance sur le plateau devient électrique. Le réalisateur, perfectionniste et au caractère bien trempé, se heurte aux habitudes britanniques. Les fameuses pauses café ou thé, qui peuvent durer jusqu'à 1 heure par jour, le rendent fou. Chaque minute compte pour lui et perdre du temps de tournage est insupportable. À cela s'ajoute son style de mise en scène très direct. Il n'hésite pas à bouger les projecteurs, régler les éclairages ou modifier les installations lui-même pour obtenir l'image qu'il veut, sans toujours passer par les équipes syndiquées. Sur un plateau anglais, ce genre d'attitude passe très mal et les tensions montent rapidement. Peu à peu, l'équipe technique commence à le mépriser, le voyant comme un jeune réalisateur trop inexpérimenté pour un projet d'une telle ampleur. Certains murmurent même que Gail Hurd n'a obtenu le poste de productrice que parce qu'elle est la compagne de Cameron. La situation atteint un point critique avec Dick Bush, le directeur de la photographie. Il insiste pour éclairer la ruche extraterrestre beaucoup plus fortement que ne le souhaite Cameron. Les désaccords deviennent ingérables et Bush est remplacé par Adrian Biddle. Quant au premier assistant réalisateur, Derek Racknell, il ignore régulièrement les consignes du cinéaste. L'une des productrices racontera plus tard qu'il allait jusqu'à lui dire « je sais ce que tu veux » avant de faire exactement l'inverse. Ce qui obligeait parfois de démonter et remonter des décors entiers. Cela devient très vite ingérable. À bout de patience, Derek Racknell est viré. Et à partir de là, c'est l'explosion. Une partie de l'équipe quitte le plateau en plein milieu de la journée, laissant la production au bord du chaos. Furieux, Cameron envisage même de déplacer toute la production hors d'Angleterre. Il appelle la Fox pour savoir si c'est possible, mais Gillan le convainc de rester. La situation est trop complexe, d'autres films sont en tournage dans les studios, et remplacer toute l'équipe technique serait presque impossible. Plutôt que de fuir, le couple choisit d'affronter le problème. Il convoque toute l'équipe et Cameron prend la parole. Il explique à quel point le film lui tient à cœur et insiste sur l'importance de travailler avec des gens motivés. Il propose à ceux qui ne veulent pas s'engager de se faire remplacer. Finalement, un compromis est trouvé. Le metteur en scène s'engage à respecter les horaires de travail britanniques et en échange, l'équipe accepte de se donner à fond. La tension redescend progressivement et le tournage retrouve enfin un rythme normal. Même si Cameron garde une certaine rancune, il dira plus tard qu'il considérait une partie de l'équipe comme paresseuse et arrogante. Les caméras se déplacent ensuite dans des lieux impressionnants. Les scènes de la centrale électrique et du nid des aliens sont tournées dans la centrale désaffectée d'Acton Lane, un décor si spectaculaire qu'il sera plus tard réutilisé par Tim Burton pour représenter l'usine dans Batman. Mais le tournage reste éprouvant. Lors de la scène de descente du vaisseau, une partie du décor s'effondre, faisant tomber le toit sur les acteurs. Plus de peur que de mal pour la plupart, mais Cameron est tout de même blessé à la tête par un gros débris. Oh merde! Le budget serré oblige à des sacrifices. Hurd supprime par exemple une scène coûteuse où un laser devait découper la capsule de Ripley pour la réveiller. D'autres moments sont improvisés, comme la célèbre scène du tour de couteau. Lance Henriksen, alias Bishop, coupe accidentellement le doigt de Bill Paxton, ce qui rend la prise encore plus réaliste. Le réalisateur choisit aussi de filmer certaines scènes importantes en fin de tournage pour profiter de la complicité qui s'est installée entre les acteurs et rendre leur relation plus crédible à l'écran.
Il encourage même l'improvisation, ce qui donne aux interactions un côté plus naturel. Sigourney Weaver, très investie, échange régulièrement avec lui pour s'assurer que la psychologie de Ripley reste cohérente avec celle du premier film. C'est d'ailleurs ainsi qu'est née l'une des répliques les plus cultes du cinéma. Ne la touche pas, sale pute! Cette scène, tournée tout à la fin de la production, doit être faite en une seule prise, faute de temps. Weaver est persuadé d'avoir raté son jeu, mais Cameron trouve sa performance parfaite et la garde au montage. Par contre, la jeune Carrie Ann peine parfois à exprimer la peur face aux xénomorphes, car elle aime bien les acteurs en costume. Pour l'aider, on lui suggère d'imaginer qu'elle est poursuivie par un chien, ce qui fonctionne à merveille. Hors caméra, elle est adorée de toute l'équipe. Weaver et Paxson passent leur temps libre à dessiner avec elle. Malgré les tensions et le calendrier serré, le tournage s'achève en janvier 1986 dans les temps et dans le budget. La Fox est ravie des images qu'elle reçoit chaque jour, ce qui redonne confiance à tout le monde et scelle la réussite de la production. La post-production débute fin avril 1986. Cameron et son équipe s'attaquent au montage qui va nécessiter plusieurs décisions difficiles. Plusieurs scènes sont coupées, dont un moment très émouvant où Ripley découvre que sa fille est morte pendant son sommeil, ou encore une séquence où Burke, piégé dans un cocon alien, supplie Ripley de l'achever. La Fox et Galen Hurd insistent également pour supprimer l'ouverture montrant la vie quotidienne des colons. Cette scène montrait la famille de Newt découvrant le vaisseau des ingénieurs et son père attaqué par un facehugger. Et sinon, petite anecdote amusante, dans certains plans où l'on voit X de dos, c'est encore James Remar, remplacé plus tard par Michael Biehn. Le montage final atteint 137 minutes, mais la Fox aurait préféré un film plus court, sous les 2 heures, afin d'augmenter le nombre de séances par jour et donc les recettes. Ce qui n'est pas possible, retirer encore 12 minutes aurait rendu l'histoire incompréhensible. Les effets spéciaux, eux, sont supervisés par John Richardson avec une équipe de 40 personnes du Stan Winston Studio. Cameron préfère travailler avec de nouvelles équipes et ne réembauche qu'une partie de celle du premier film. Pour le design, il fait appel à l'artiste conceptuel Sid Mead, connu pour son travail sur 2010, l'année du premier contact. Les armes iconiques des Marines sont fabriquées à partir de vraies mitrailleuses et de fusils Thompson, modifiés pour créer les fameux fusils à impulsion. Problème, ces armes pèsent près de 30 kg. Les acteurs les gardent souvent sur eux entre les prises, juste pour éviter de les soulever à nouveau. Pas du tout à l'aise avec les armes, Sigourney Weaver doit s'entraîner intensivement pour apprendre à les manipuler, malgré leur poids et son appréhension. Giger, créateur du xénomorphe, a été très déçu de ne pas pouvoir travailler sur cette suite, mais il était déjà pris sur Poltergeist 2. C'est donc Stan Winston qui reprend le flambeau. Comme le public allait voir les aliens beaucoup plus en détail que dans le premier film, il a été décidé d'allonger leurs membres pour les rendre plus inhumains et de les filmer suspendus à des câbles ou dans des positions étranges pour briser l'illusion qu'il ne s'agit que d'acteurs en costume. Les xénomorphes sont interprétés par des danseurs et des cascadeurs équipés de costumes légers pour leur permettre de se déplacer rapidement. Malgré l'impression d'une véritable armée, seulement 12 costumes sont fabriqués. Des juste-au-corps recouverts de mousse moulée par les plans rapides et des modèles beaucoup plus détaillés pour les gros plans. Lorsqu'un alien se fait descendre, des marionnettes sont utilisées pour exploser à l'écran pour un maximum d'impact. Le facehugger bénéficie lui aussi d'un petit lifting. Sa silhouette est plus organique, ses 8 pattes ressemblent à de longs doigts articulés et de petits ongles sont ajoutés pour renforcer le réalisme. Sa queue est allongée d'une quinzaine de centimètres, ce qui lui permet de l'utiliser comme un véritable fouet dans les scènes d'action. L'animatronique est une prouesse. 9 opérateurs sont nécessaires pour animer les pattes, la langue et la queue de la version la plus détaillée. Les scènes sous l'eau sont encore plus compliquées à tourner, car les câbles de contrôle doivent rester invisibles et étanches. L'équipe trouve une astuce en installant un ressort dans la queue qui lui permet d'onduler seule et de paraître vivante. Et enfin, Cameron imagine un véritable cycle de vie pour les xénomorphes, inspiré d'une scène coupée d'Alien. Il introduit une hiérarchie de ruches dominée par une reine alien. Avec Stan Winston, il conçoit une créature monumentale, à la fois majestueuse et terrifiante, qui décrit comme hideuse et belle à la fois, comme une veuve noire. Winston accentue son côté inhumain en ajoutant des articulations supplémentaires aux jambes, rendant cette reine plus effrayante que jamais. Après plusieurs prototypes, l'équipe aboutit enfin à une reine alien grandeur nature de 4 mètres de haut.
Construite en mousse légère, elle nécessite plusieurs opérateurs, 2 pour contrôler les bras, d'autres pour les jambes, la queue et la tête, cette dernière étant entièrement articulée grâce à un système hydraulique et de câbles. Autre élément mythique, le fameux exosquelette. Conçu par John Richardson avec l'aide de Sid Mead, il passe d'un simple prototype en bois à une machine si massive qu'un cascadeur caché derrière l'armature devait la manipuler pendant que Sigourney Weaver jouait la scène. Le duel final est minutieusement chorégraphié pour éviter tout accident. La caméra est parfois déplacée pour accentuer la sensation de vitesse, et certaines séquences, comme la reine courant vers Ripley, sont un cauchemar à filmer, car il fallait cacher les câbles de l'animatronique. Pas mal pour un humain. Lorsque le film sort en juillet 1986, l'été était déjà bien chargé en blockbusters. Top Gun, Ferris Bueller, Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme? Mais Alien fait partie des grosses attentes de la saison. Le bouche à oreille dans l'industrie est excellent, les projections tests font un carton et tout le monde sent que Cameron a livré bien plus qu'une simple suite, d'où ce slogan qui fera date, cette fois, c'est la guerre. Le 18 juillet 1986, Alien le retour sort enfin aux États-Unis et devient immédiatement un événement. Les files d'attente rappellent celles du premier film en 1979. Le public est prêt à replonger dans l'univers sombre et étouffant d'Alien, curieux de voir comment l'histoire de Ripley va continuer. Les spectateurs ressortent des salles secoués, épuisés, mais galvanisés par l'intensité de l'action et l'évolution de Ripley. Au box-office, le film prend directement la première place et y reste plusieurs semaines. Avec plus de 180 millions de dollars récoltés dans le monde pour un budget de 18 millions, c'est un triomphe. Et même pour un film classé R, c'est un jackpot inespéré pour la Fox qui comprend enfin qu'elle tient une véritable franchise. Mais ce deuxième opus ne se résume pas à un carton financier. La critique est dithyrambique. Weaver est encensé pour sa performance. Le long métrage impressionne par sa tension constante, ses effets spéciaux révolutionnaires et son rythme qui ne laisse jamais souffler le spectateur. En quelques semaines, Alien le Retour devient un phénomène culturel. Il prouve qu'une suite peut être ambitieuse, peut dépasser l'original et redéfinir toute une saga. Avec cette œuvre, James Cameron change l'ADN de la saga. Là où le premier opus était une descente intimiste dans l'horreur, Alien le Retour est une épopée guerrière et émotionnelle. Au cœur du film, il y a la maternité. Ripley, marquée par la perte de sa fille, trouve en Newt une raison de se battre. Ensemble, elles forment une famille improvisée, prête à affronter la reine dans un duel symbolique, où chaque geste devient un acte d'amour et de survie. Ripley n'est plus seulement une survivante, elle prend le commandement, devient une combattante et prouve qu'une femme peut être à la fois guerrière et profondément maternelle. Cette dualité inspirera toute une génération de personnages féminins, de Sarah Connor à Clarice Starling. Bref, c'est un incroyable carton, qui va évidemment lancer de nouveaux projets. The suspense is back. Alien 3. Avec un tel succès, la 20th Century Fox ne voulait évidemment pas en rester là. Le studio a rapidement contacté Brandywine Productions pour lancer un troisième opus. Mais chez Brandywine, l'enthousiasme était loin d'être au rendez-vous. Les producteurs David Giller, Walter Hill et Gordon Carroll n'avaient aucune envie de refaire simplement le même film. Ils voulaient élargir l'univers et raconter quelque chose de différent. Leur concept de départ était ambitieux, dévoiler les véritables motivations de la toute-puissante compagnie et montrer jusqu'où elle était prête à aller pour capturer les aliens et en faire des armes biologiques. Le projet initial était énorme, pensé dès le départ comme une histoire en 2 volets. Dans le premier film, l'intrigue devait tourner autour d'un affrontement entre cette multinationale et une colonie humaine expatriée organisée comme une société militarisée. Et là, coup de théâtre. Ce n'était pas Ripley qui tenait le premier rôle, mais le caporal X, incarné par Michael Biehn. Ripley n'aurait fait qu'une apparition rapide, avant de revenir plus tard, dans un 4e épisode, pour mener une bataille d'envergure contre des armées entières de xénomorphes créés en masse. Sigourney Weaver trouvait cette métaphore de la guerre froide intéressante et avait accepté de réduire sa présence dans ce 3e volet. Mais elle restait frustrée. Pourquoi ? Eh bien parce que la Fox avait coupé plusieurs scènes essentielles d'Alien 2, notamment celle qui développait sa relation avec Newt, et cela avait laissé un goût amer à l'actrice. Même si la Fox n'était pas totalement convaincue par ce projet en 2 parties, elle accepta de financer son développement, et demanda alors à Walter Hill et David Giller de tenter de convaincre Ridley Scott de revenir derrière la caméra. L'idée était même de tourner les 2 films à la suite pour réduire les coûts et surfer sur le succès du précédent opus. Ridley Scott était intéressé à l'idée de revenir dans l'univers qu'il avait créé, mais son agenda surchargé l'empêcha de s'impliquer pleinement. L'idée du double tournage fut donc abandonnée. En
1987, Giller et Hill confièrent à l'écrivain cyberpunk William Gibson la mission d'écrire le scénario d'Alien 3. Craignant une grève des scénaristes, il livra rapidement une version très politique, marquée par son style. L'histoire reprenait juste après le deuxième film. Le transport de Ripley et de son équipage était intercepté par l'Union des peuples progressistes, une sorte d'URSS de l'espace. On y découvrait un facehugger caché dans le corps de Bishop, aussitôt amené pour être étudié. Ripley restait plongé dans le coma durant toute l'intrigue, laissant X endosser le rôle principal. Il découvrait alors que la compagnie tentait de constituer une véritable armée d'aliens, tandis que l'UPP menait ses propres expériences grâce à Bishop réparé. L'histoire culminait avec une invasion massive touchant à la fois la station spatiale et les installations de l'UPP, forçant X à s'allier aux survivants pour tout détruire. Le scénario s'achevait sur une ouverture vers un 4e film où Bishop proposait de remonter jusqu'à la planète d'origine des créatures afin de les éradiquer. Ce script signé William Gibson, plus orienté action et avec un casting élargi, est aujourd'hui considéré par de nombreux fans comme supérieur au film finalement tourné. Les producteurs, eux, restaient plus réservés. David Giller le qualifia de parfaitement exécuté, mais pas si intéressant, regrettant qu'ils ne prennent pas plus de risques au-delà de son concept de départ. Ils en aimaient tout de même certains aspects, comme le sous-texte faisant de l'alien une métaphore du VIH, mais trouvaient que l'ensemble manquait d'émotion et de la patte cyberpunk de Gibson. Lorsque la grève des scénaristes prit fin, Gibson fut invité à retravailler son script avec le réalisateur Renny Harlin, réalisateur de Freddy 4. Mais il déclina l'offre, préférant se consacrer à d'autres projets, d'autant que les producteurs semblaient encore hésiter sur la direction à prendre. Son travail eut toutefois une seconde vie. En 2018, il fut adapté en série de comics, puis en 2019 en drame audio, avec Michael Biehn et Lance Henriksen reprenant leur rôle. Après le départ de Gibson, Renny Harlin confia l'écriture à Eric Red, scénariste d'Itcher et Aux frontières de l'aube. Ce dernier livra une première version en février 1989, mais il la désavoua totalement, expliquant que le résultat ressemblait plus à un brouillon bâclé qu'à son véritable scénario, compromis par trop de réunions et un temps d'écriture bien trop court. Cette version accumulait de nouveaux personnages, des intrigues secondaires et même l'apparition de créatures inédites. Après cet échec, le projet fut confié à David Towie qui reprit certains éléments du scénario de Gibson tout en changeant radicalement le cadre. L'action se déroulait désormais sur une planète prison où l'on menait des expériences illégales visant à transformer les aliens en armes biologiques. Mais pour Renny Harlin, cette idée restait trop proche des précédents films. Épuisé par ce développement sans fin, il préféra abandonner. Lorsque Towie présenta son script au président de la Fox, Joe Ross, celui-ci insista pour que Ripley reste au centre de l'histoire, rappelant que Sigourney Weaver était la pièce maîtresse de la saga. L'actrice reçut une offre très généreuse, 4 millions de dollars plus un pourcentage sur les recettes. Elle accepta, à condition que l'histoire propose quelque chose de marquant, d'original et qu'elle s'éloigne des armes à feu. Le scénario fut donc retravaillé. Après de nombreux échecs, le projet prit un virage radical avec l'arrivée de Vincent Ward. Repéré par Walter Hill grâce à son film Le Navigateur, une odyssée médiévale, il finit par accepter de rejoindre l'aventure après plusieurs refus. Peu séduit par le scénario de Towie, Ward imagina un concept totalement inédit, Ripley s'écrasait sur un gigantesque monastère spatial, construit en bois et habité par une communauté de moines reclus. Son arrivée bouleverserait l'équilibre de ce monde isolé. Les religieux voyaient l'alien comme une punition divine et considéraient Ripley comme une tentatrice. Bon, alors je dois vous rendre nerveux. Ignorant ces mises en garde, il enfermait, laissant la créature poursuivre son massacre. Dans cette version, Ripley finissait par accepter son destin et se sacrifier pour détruire l'alien. Ce projet, surnommé La planète en bois, séduisait par son originalité et sa puissance visuelle. Même la comédienne principale le trouvait passionnant, mais il divisait les producteurs, qui doutaient de sa crédibilité scientifique et de son potentiel commercial. Refusant de modifier son idée, Ward fut finalement écarté. Sa vision servit toutefois de base à la version finale. Ripley, seul dans un lieu clos, face à la créature et à sa propre fin. Après cet énième départ, Walter Hill et David Giller reprirent le travail d'écriture en s'appuyant sur un script de John Fasano, mais l'exercice les épuisa. Larry Ferguson fut ensuite appelé en renfort comme script doctor, mais son travail déplut fortement à Sigourney Weaver, qui jugea que sa version trahissait complètement Ripley. Peu avant le tournage, Hill et Giller reprirent donc la main et fusionnèrent des éléments du scénario de Ward avec celui de David Towie sur la planète prison, posant ainsi les bases de l'histoire finale.
Weaver insista pour que la version définitive soit écrite par Hill et Giller, qu'elle considérait avec James Cameron comme les seuls à comprendre vraiment son personnage. Pour remplacer Vincent Ward, la Fox engagea un jeune réalisateur prometteur, David Fincher. Réputé pour ses publicités et ses clips, il se lança pleinement dans le projet et participa à la réécriture du scénario, retravaillant une grande partie des versions précédentes pour imposer sa propre vision. The film was directed by David Fincher, who had his own ideas for Ripley. He said, well, how do you feel about her being bald? And there's this sort of visible intake of breath from everybody, and I was very interested right away. And I said, I looked at one of the studio heads and I said, well, of course, if I'm bald, I have to get more money. Le tournage débuta le 14 janvier 1991 alors que le scénario n'était toujours pas finalisé et que 7 millions de dollars avaient déjà été dépensés. Stan Winston, superviseur des créatures sur Alien 2 n'étant pas disponible, recommanda Tom Woodruff Jr. et Alec Gillis, fondateurs d'Amalgamated Dynamics, pour concevoir les effets spéciaux. Avant même les premières prises, l'équipe travaillait déjà sur les modèles de l'Alien. Boss Films fut engagé pour les effets de post-production et le compositing avec quelques ajouts en images de synthèse. Fincher, lui, voulait une créature plus animale, se déplaçant à 4 pattes, rappelant un puma. Giger fut rappelé pour imaginer un design plus élancé, avec des jambes allongées, un dos débarrassé des célèbres tuyaux et une langue pointue remplaçant la double mâchoire. L'alien était incarné par Tom Woodruff Jr., équipé d'un costume spécialement conçu pour se déplacer à 4 pattes. Sa tête se trouvait dans le cou de la créature, tandis que le véritable crâne de l'alien était rempli d'animatroniques pour actionner les mâchoires. Fincher eut même l'idée de caster un chien déguisé en alien, mais le résultat, trop comique, fut abandonné au profit d'une marionnette. Et justement, cette marionnette à tige devint l'arme secrète de la production. Plus souple que l'animation image par image, elle offrait un réalisme inédit et permettait de montrer l'alien sous tous les angles, capable de courir sur les murs ou même au plafond. Mesurant un peu plus d'1 mètre de long, elle était moulée en mousse sur une armature flexible faite de chaînes de vélo. Les prises de vue étaient enregistrées avec des caméras équipées d'enregistreurs numériques, ce qui permettait de reproduire les mouvements en studio et d'intégrer parfaitement la créature dans les décors filmés. Pour donner vie à la créature, Lane Liska et son équipe mirent au point une technique appelée MoMotion, qui combinait marionnettes et caméras de contrôle de mouvement. 4 à 6 marionnettistes étaient parfois nécessaires pour l'animer, et les décors étaient conçus pour leur laisser un maximum de liberté. Cette méthode donnait à la créature des mouvements très organiques, parfois imprévus, qui renforçaient sa personnalité. Il fallait parfois jusqu'à 70 prises pour obtenir le geste parfait. Mais derrière ces prouesses techniques, la production d'Alien 3 se transforma en véritable parcours du combattant pour David Fincher. À seulement 28 ans, il se retrouvait propulsé à la tête d'un projet colossal sans avoir jamais réalisé un long métrage. Dès son arrivée, il dut composer avec un scénario inachevé et des décisions de studio qui changeaient d'un jour à l'autre. De nouvelles pages de scénario arrivaient parfois le matin même, obligeant toute l'équipe à improviser et à retravailler des scènes entières dans l'urgence. He would have to get on the phone like at midnight and talk to the brass at Fox, and they'd be saying, "Don't shoot the next day. We want to cut that." I felt it was quite arbitrary, and again, it all arose from him not being with the script. Perfectionniste jusqu'au bout des ongles, il avait pourtant une vision très claire de ce qu'il voulait faire. Une œuvre sombre, claustrophobe et désespérée, fidèle à l'esprit du premier Alien, mais plus introspective et presque spirituelle. Malheureusement, cette approche se heurtait en permanence aux exigences de la 20th Century Fox, qui voulait un film plus accessible, calibré pour plaire au plus grand nombre. Résultat, des tensions quotidiennes entre le jeune réalisateur et le studio. It's amazing to me that Fox is the #1 studio in the country because they're all such a bunch of morons. Le tournage se transforma en véritable calvaire psychologique. Fincher devait souvent filmer des scènes dont il savait qu'elles seraient réécrites et coupées quelques jours plus tard, ce qui renforçait son impression de perdre le contrôle du projet. La pression était énorme, il devait livrer un film capable de satisfaire la Fox tout en prouvant qu'il avait sa place en tant que jeune réalisateur, dans un contexte où chaque minute de retard coûtait des milliers de dollars. L'atmosphère sur le plateau devint rapidement électrique.
Fincher se battait pour imposer son esthétique, un univers visuel sale, oppressant, métallique, et une histoire profondément tragique et humaine. Mais ces propositions étaient sans cesse discutées, modifiées ou rejetées par les producteurs, soucieux de rendre le film plus accessible et rentable. Des enfants. Au fil des semaines, les compromis s'enchaînaient. Les délais s'allongeaient, le budget explosait, et Fincher voyait son film lui glisser entre les doigts. Lorsque le tournage prit fin, il n'avait pratiquement plus aucun contrôle sur la suite et la production. Le montage final fut supervisé par le studio, qui supprima ou modifia des séquences entières, réécrivant par endroits l'histoire et atténuant l'impact émotionnel que Fincher voulait insuffler au récit. Où sont les autres? Aucun d'eux n'a survécu. Désabusé, il finit par se désolidariser complètement du film. Il refusa de participer à la promotion et déclara publiquement qu'il ne considérait pas Alien 3 comme son œuvre, mais plutôt comme un produit façonné par les exécutifs de la Fox. Cette expérience le marqua profondément et le poussa à jurer qu'il ne retravaillerait plus jamais sur un projet qu'il ne contrôlerait pas de bout en bout. Après ce tournage chaotique et un montage supervisé presque exclusivement par la Fox, Alien 3 sortit enfin en mai 1992. La campagne marketing était sombre, intrigante, promettant un retour aux sources horrifiques de la franchise. Les attentes étaient énormes après le succès d'Aliens et les spectateurs étaient impatients de découvrir ce nouvel opus, même si les rumeurs de production difficiles circulaient déjà à Hollywood. Et sans surprise, le film divisa, même si certains saluèrent le retour à une ambiance plus proche du premier Alien. Les décors, la photographie froide et la performance intense de Sigourney Weaver furent largement applaudis. D'autres, en revanche, furent déconcertés par le choix de tuer dès l'ouverture deux personnages adorés des fans, X et Newt, et par le ton désespéré de l'histoire. Là où Aliens offrait une explosion d'action et de triomphe héroïque, Alien 3 proposait un récit pessimiste qui se concluait sur le sacrifice de Ripley. Sur le plan financier, le film fit ses débuts solides, prenant la tête du box-office américain lors de son premier week-end. Mais les recettes chutèrent rapidement. Aux États-Unis, Alien 3 rapporta environ 55 millions de dollars, un chiffre honorable, mais loin des attentes après le carton d'Aliens. C'est à l'international que le film trouva son salut, séduisant particulièrement en Europe et en Asie, en dépassant les 150 millions de dollars de recettes mondiales. Ce succès permit au projet d'être rentable et convainquit la Fox de poursuivre la franchise. Pour David Fincher, cette sortie ne fut pas un soulagement, mais une blessure ouverte. Il reniera publiquement le film, déclarant plus tard « Personne ne l'a détesté plus que moi. À ce jour, personne ne le déteste plus que moi. » Il reprochait au producteur de ne jamais lui avoir fait confiance et d'avoir vidé son film de sa substance avec des réécritures et des coupes incessantes. Cette première expérience de long métrage fut si traumatisante qu'il s'éloigna du cinéma pendant un temps avant de revenir avec Seven en 1995, un projet sur lequel il exigea un contrôle créatif total. Weaver, qui avait soutenu Fincher tout au long du tournage, critiqua elle aussi la Fox. Ce fut un moment de transition où les studios ont cessé de se concentrer sur faire de grands films pour se concentrer sur ne pas perdre d'argent. Ils ont eu la brillante idée de confier le projet à David Fincher pour son premier film, mais ne pas le soutenir était une véritable bêtise. I think the biggest problem David had was that we never had a concrete draft of a script to go by. And here he is directing his first movie, following in the likes of Ridley Scott and James Cameron, and you know, it is very difficult to balance all of those things. And I think that when you go through any production, it's difficult, it's hard. Avec le temps, Alien 3 a gagné une certaine réhabilitation, notamment grâce à la sortie d'un nouveau montage qui réintroduit des scènes coupées qui redonnent plus de souffle au récit. Aujourd'hui, beaucoup considèrent ce film comme un chapitre audacieux et nécessaire à l'arc de Ripley. Un épisode imparfait, certes, mais essentiel, marqué par une atmosphère tragique et mélancolique. Ce troisième opus a choisi la tragédie et l'introspection, un choix qui a déstabilisé le public en 1992, mais il a aussi donné à la franchise une profondeur supplémentaire, arborant des thèmes universels comme la foi, la rédemption et l'acceptation de la mort. Vous savez que j'en ai un dans le corps. Aie confiance en moi. Non. Malgré la fin tragique de Ripley dans Alien 3, la 20th Century Fox n'était pas prête à enterrer sa saga culte. Séduit par le travail de Joss Whedon sur plusieurs projets, le studio lui confia l'écriture de ce quatrième volet. Dans sa première version, Whedon imaginait un troisième acte spectaculaire avec une énorme bataille sur Terre pour sauver l'humanité. Il en écrivit pas moins 5 variantes, mais aucune ne convainquit le studio. Au départ, les producteurs avaient même envisagé un film sans Ripley, centré sur un clone de Newt. Le scénariste livra un traitement d'une 30aine de pages avant d'apprendre que le studio tenait finalement à faire revenir Ellen Ripley, qu'il voyait comme l'âme de la franchise. Et elle, on la maintient en vie?
Il dut donc tout réécrire pour amener le personnage grâce au clonage, un vrai casse-tête scénaristique. L'idée du clonage venait des producteurs David Giler et Walter Hill, qui étaient pourtant hésitants à lancer un 4e film, de peur de déséquilibrer l'ensemble de la saga. De son côté, Weaver avait accepté de faire mourir Ripley dans Alien 3 pour éviter que le personnage ne devienne une héroïne répétitive, condamnée à revivre le même cauchemar à l'infini. Et elle n'était pas non plus séduite par le projet d'Alien contre Predator, qu'elle trouvait horrible. Cependant, la lecture du scénario de Whedon la fit changer d'avis. L'idée d'une Ripley clonée, mi-humaine, mi-alien, l'intriguait. Cela lui permettait d'explorer de nouvelles facettes du personnage et de créer un vrai suspense autour de ses choix et de sa loyauté. Pour l'actrice, ce nouveau film retrouvait l'esprit des 2 premiers tout en proposant quelque chose de différent. Séduite, elle accepta de reprendre le rôle. Cette fois, elle fut créditée comme coproductrice et toucha un cachet record de 11 millions de dollars, le plus gros salaire de sa carrière à l'époque. Avec un scénario validé, la Fox partit en quête d'un réalisateur à la hauteur de ce projet ambitieux. Leur premier choix fut Danny Boyle, fraîchement sorti du succès de Trainspotting. Il rencontra même l'équipe des effets spéciaux, mais préféra finalement se retirer, jugeant qu'il n'était pas prêt à gérer un film aussi lourd techniquement. La Fox se tourna ensuite vers Peter Jackson, qui déclina l'offre, expliquant qu'il n'avait pas vraiment d'envie pour un nouveau film Alien. En 1995, après le succès d'Usual Suspect, le studio approcha Bryan Singer, mais là encore, le projet ne se concrétisa pas. Et finalement, les producteurs arrêtèrent leur choix sur Jean-Pierre Jeunet. À l'époque, il venait tout juste d'achever le scénario du fabuleux destin d'Amélie Poulain et fut surpris de cette proposition, persuadé que la saga s'était conclue avec Alien 3. Intrigué par le défi, il accepta et se lança dans cette première expérience hollywoodienne avec un budget de 70 millions de dollars, le plus gros de sa carrière. Son anglais encore limité nécessita parfois la présence d'un interprète sur le plateau, mais cela ne l'empêchera pas d'imposer sa vision. En route pour Hollywood, après Delicatessen et la Cité des Enfants Perdus, Jean-Pierre Jeunet se voit confier la réalisation d'Alien 4. Je découvre, en direct pour Paris Première, ma caravane de première classe. Alors, je constate quand même que celle des stars est 2 fois plus grande. Pour ce nouveau projet, il s'entoura de ses fidèles collaborateurs. Pitoff aux effets spéciaux et Darius Khondji à la photographie, ses complices de la Cité des Enfants Perdus. Il engagea également Nigel Phelps, célèbre pour avoir conçu Gotham City dans Batman, pour superviser la direction artistique. Afin de s'imprégner pleinement de l'univers, Jeunet et son équipe décortiquèrent les 3 précédents volets, consultèrent les rapports de production et même les réglages techniques utilisés à l'époque. La Fox lui offrit un contrôle créatif plutôt large, lui permettant de proposer plusieurs révisions du scénario et pas moins de 5 fins alternatives, dont certaines furent abandonnées pour des raisons de budget. Très tôt, Jeunet donna une identité forte au film. Il voulait en faire une comédie noire, mêlant humour grinçant et violence graphique. Marc Caro, son collaborateur habituel, réalisa les premiers croquis des costumes, qui furent ensuite finalisés par Bob Ringwood, le costumier derrière Batman. Pour les créatures, la production fit de nouveau appel à Amalgamated Dynamics, déjà responsable des effets d'Alien 3. Tom Woodruff Jr. et Alec Gillis, anciens collaborateurs de Stan Winston sur Aliens, repensent le design des xénomorphes. Queue adaptée à la nage, dôme et menton plus acérés et un look global plus féroce accentué par la mise en scène. Et l'accent fut mis sur l'animatronique, jugé plus crédible que les effets numériques pour donner vie au terrifiant nouveau-né. Jeunet voulait que cette créature hybride paraisse plus expressive et presque humaine. On lui ajouta des yeux et un nez pour renforcer son côté tragique. L'idée initiale de lui donner des organes génitaux androgynes fut finalement écartée, jugée trop dérangeante par la Fox, un choix que le réalisateur approuva finalement avec humour. L'hybride le plus complexe du film nécessitait 9 marionnettistes pour fonctionner, une véritable prouesse technique. Le tournage d'Alien Résurrection débuta en octobre 1996 au studio Fox de Los Angeles et s'acheva en février 1997. C'était une première pour la saga, puisque les 3 volets précédents avaient été tournés en Angleterre. Cette fois, l'actrice principale avait insisté pour rester aux États-Unis, jugeant que les longs déplacements à l'étranger épuisaient inutilement toute l'équipe. La première scène tournée fut l'une des plus ambitieuses, la séquence sous-marine. Pour l'occasion, le célèbre plateau 16 des studios Fox fut entièrement transformé en un immense bassin de 36 mètres sur 45, profond de 5 mètres, rempli de plus de 2 millions de litres d'eau.
Plutôt que de déménager l'équipe dans les installations de San Diego, trop coûteuses pour une seule scène, le studio préféra construire ce décor qui servit ensuite à d'autres productions. Et comme le tournage devait se faire en immersion totale, savoir nager était obligatoire pour les acteurs et les techniciens avant même de signer leur contrat. Tous suivirent un entraînement intensif dans les piscines de Los Angeles avec des plongeurs professionnels, puis répétèrent 2 semaines en studio. Weaver, alors sur scène à Broadway, ne put participer à la plupart de ces préparations, mais sa maîtrise du rôle ne fut jamais remise en question. Pour Winona Ryder, en revanche, ce fut un véritable cauchemar. Elle avait failli se noyer à l'âge de 12 ans et n'avait plus jamais osé plonger depuis. Elle proposa d'utiliser une doublure, mais la différence de longueur de cheveux se serait vue à l'écran. Finalement, elle accepta de tourner elle-même, mais dut affronter des crises d'anxiété dès le premier jour. Pour mettre en valeur les nouvelles capacités de Ripley, la comédienne eut une idée audacieuse. Tourner une scène où son personnage enverrait un ballon de basket en arrière et le mettrait dans le panier. Jean-Pierre Jeunet, sceptique, craignait que cela ne prenne des dizaines de prises et envisageait d'utiliser une machine ou des effets numériques. Mais Weaver insista, pas de trucage, elle voulait réussir le panier elle-même. L'actrice s'entraîna un mois entier et atteignit une moyenne impressionnante d'1 panier sur 6. Le jour du tournage, elle découvrit que le décor nécessitait un lancer plus long que prévu. Pas question de reculer, elle se plaça sous les projecteurs et réussit du premier coup. Toute l'équipe resta bouche bée. Un des acteurs, tellement surpris, sortit de son personnage et lâcha un « Oh mon Dieu !» face caméra. L'équipe craignit d'avoir perdu une prise aussi parfaite, mais les monteurs parvinrent à conserver la scène intacte. Petit détail amusant, pendant un instant, la balle sort du cadre. Pitof proposa de la retoucher numériquement, mais Weaver refusa, préférant garder la spontanéité du moment. Pour préparer Alien Résurrection, Jeunet adopta une méthode originale. Il présenta son scénario sous forme de bande dessinée avec les images à gauche et les dialogues à droite. Ce procédé permit de planifier chaque plan avec une précision chirurgicale et facilita énormément le travail des équipes d'effets spéciaux. Pour les créatures, Jeunet et Pitof décidèrent d'innover et firent appel à Blue Sky Studios. Leur mission ? Concevoir entre 30 et 40 plans de xénomorphes en CGI. Jeunet voulait que les versions numériques apparaissent dans les plans où les créatures sont visibles de la tête aux pieds, notamment leurs jambes. Il estimait qu'un homme en costume restait trop reconnaissable dans ce genre de plan et tenait à rendre le mouvement plus fluide et inhumain. En revanche, tous les vaisseaux restèrent de véritables miniatures. Les superviseurs des effets spéciaux considéraient que les images de synthèse n'étaient pas encore assez réalistes pour représenter des engins spatiaux de manière crédible. Le tournage se déroula dans une atmosphère bien différente de celle chaotique d'Alien 3. Là où David Fincher avait dû improviser en permanence sous la pression du studio, Jeunet arriva à Hollywood avec une vision claire et une équipe soudée. Cette cohésion donna au plateau une ambiance presque artisanale, malgré le budget colossal et les moyens techniques mobilisés. Ma grande mauvaise surprise, c'est qu'au niveau financier, au niveau de l'argent, je me disais Hollywood, c'est Hollywood, on va avoir tout ce qu'on veut. Et c'est une pression considérable parce que depuis 5 ans, ils essaient de réduire le coût des films. Et c'est pire qu'en France. Les acteurs furent impressionnés par le soin maniaque de Jeunet, qui planifiait chaque plan avec une précision quasi mathématique. Fini les bras de fer quotidiens entre le réalisateur et la Fox. Alien Résurrection offrait un cadre beaucoup plus serein. Les comédiens purent explorer de nouvelles facettes de leurs personnages, et Weaver prit plaisir à incarner une Ripley mi-humaine mi-alien, plus ambiguë que jamais. Ce 4e volet sort en novembre 1997, 5 ans après le très sombre Alien 3. Les fans étaient impatients de découvrir ce que cette suite allait apporter à une saga qui avait déjà changé de ton à chaque film. Cette fois, le marketing misait sur le retour inattendu de Ripley, évidemment, et sur l'esthétique très marquée de Jean-Pierre Jeunet. Les affiches, volontairement minimalistes, donnaient à Ripley une aura presque mythologique et promettaient un spectacle plus grandiose que jamais. Aux États-Unis, le long métrage démarra plutôt bien. Sorti pour le week-end prolongé de Thanksgiving, il récolta plus de 25 millions de dollars en 5 jours, un score solide pour un film classé R. Il termina sa carrière américaine avec un peu plus de 47 millions de dollars, légèrement mieux qu'Alien 3, mais encore loin du triomphe d'Aliens. Mais c'est à l'international que le succès fut le plus fort. Grâce à l'exploitation mondiale, le film rapporta plus de 113 millions de dollars à l'étranger, pour un total global d'environ 161 millions. Côté critique, les avis furent partagés. Beaucoup saluèrent l'esthétique unique et la prestation de Sigourney Weaver, encore, mais d'autres furent plus réservés, regrettant un ton trop décalé, flirtant avec la comédie noire et un scénario jugé moins tendu que ceux des volets précédents. Mais le metteur en scène, lui, assuma pleinement ses choix et déclara être satisfait de son film, qu'il considérait fidèle à son style tout en respectant l'héritage de la saga. Joss Whedon, en revanche, fut bien plus critique. Selon lui,
L'œuvre trahissait son scénario avec des dialogues inchangés, mais une mise en scène et une interprétation à 1000 lieues de ce qu'il avait imaginé. Malgré ça, Alien Resurrection réussit à prolonger la franchise. Ce 4e film clôt d'une manière étrange mais fascinante le cycle ouvert en 1979, tout en laissant la porte ouverte à de nouvelles interprétations. Si l'on regarde la quadrilogie dans son ensemble, on se rend compte à quel point la saga Alien a su se renouveler. Ridley Scott avait posé les bases en 1979 avec un cauchemar claustrophobe qui redéfinissait la peur au cinéma. James Cameron choisit la surenchère avec Aliens, transformant le huis clos en véritable film de guerre futuriste où la survie devenait collective et où Ripley se révélait en héroïne maternelle et guerrière. Alien 3 prit tout le monde à contre-pied, ramenant la franchise vers une ambiance désespérée et introspective. Plus sombre que jamais, le film de David Fincher transforma Ripley en figure tragique, prêt à se sacrifier pour empêcher la naissance de la créature qu'elle portait. D'abord décrié, ce 3e volet est aujourd'hui réévalué pour sa radicalité et sa puissance émotionnelle. Et enfin, Alien Resurrection est venu refermer le cycle, avec un mélange de comédie, d'action et de bizarrerie génétique. Jeunet y injecta sa patte européenne, livrant un film qui fascine autant qu'il déroute. La quadrilogie reste une véritable odyssée sur la peur, la maternité, le corps et le sacrifice, et demeure l'une des rares sagas à avoir donné autant d'importance à son héroïne principale. Ripley est devenue une icône culturelle, l'un des personnages féminins les plus marquants de toute l'histoire du cinéma. Même plus de 40 ans après la sortie du premier film, Ripley reste un symbole, celui de la résilience, de la lutte contre l'inéluctable et de la peur qui nous hante encore aujourd'hui. Le titre qui ouvre Alien est devenu culte, mais son histoire est particulière. A l'origine, Ridley Scott voulait un lettrage fait de chair et de sang, une idée finalement jugée trop évidente. C'est alors qu'on fit appel à Saul Bass, grand maître du design graphique, connu pour ses génériques et affiches mythiques de Sueur froide, Anatomie d'un meurtre ou encore Shining. Bass conçut cette apparition progressive du mot Alien qui glace le spectateur dès l'ouverture. Mais ironie du sort, son nom n'apparaît même pas au générique du film. L'une des scènes les plus marquantes du premier film reste celle de l'œuf, évidemment. Une séquence hypnotisante qui, dès sa sortie, a marqué les esprits. Juste avant de pénétrer dans ce lieu, les 3 explorateurs croisent une vision intrigante. Une silhouette gigantesque et squelettique, figée sur un siège de contrôle. Ce personnage n'est jamais expliqué à l'écran, ce qui a nourri des décennies de débats parmi les fans avant d'avoir les préquels. Ron Cobb, graphiste conceptuel, avait toutefois imaginé une histoire à l'époque. Selon lui, les œufs provenaient d'une civilisation disparue et les Space Jockeys, en les découvrant, auraient été victimes de la créature. L'un d'eux, contaminé, avait déclenché un massacre avant qu'un appel de détresse ne soit lancé. Appel que le Nostromo captera bien plus tard. Le décor du Space Jockey a failli ne jamais exister. La Fox jugeait inutile de construire un élément aussi gigantesque pour une seule scène. Mais Cobb insista. C'était, selon lui, ce genre d'image monumentale qui donne de la grandeur à un film. Ridley Scott reprit aussi une idée abandonnée du premier scénario. Les œufs n'étaient pas censés se trouver dans le vaisseau, mais dans une ancienne structure pyramidale, vestige d'une civilisation oubliée. Finalement, le réalisateur fusionna les concepts et donna naissance à ce mélange de technologie extraterrestre et de ruines antiques qui rend la découverte encore plus mystérieuse. Pour accentuer la tension et la paranoïa, Ridley Scott avait ses petites astuces. Sans rien dire aux acteurs, il faisait resserrer chaque jour les murs des décors pour accentuer la claustrophobie. Il avait également rédigé de longues biographies pour chaque membre de l'équipage afin de donner de la profondeur au personnage, mais bon, ça je l'ai déjà dit. Et pour créer une véritable friction entre les comédiens, il encouragea certains acteurs à agacer Sigourney Weaver. Vous le savez déjà, la musique inquiétante et inoubliable fut confiée à Jerry Goldsmith pour le premier long métrage. Mais ce n'était pas le premier choix de Scott. Le metteur en scène rêvait du compositeur japonais Isao Tomita, pionnier des sons électroniques, tandis que la Fox préférait un nom prestigieux comme John Williams. Finalement, le compromis se fit sur Goldsmith. Le résultat est magistral, mais les deux hommes se sont souvent heurtés. Scott trouvait certaines compositions trop grandioses et privilégiait une approche plus minimaliste, ce qui agaça profondément Goldsmith. Les dessins cauchemardesques de Giger ont eu du mal à franchir l'Atlantique.
Lorsqu'il envoya ses premières illustrations du facehugger aux États-Unis, les douaniers furent tellement choqués qu'ils bloquèrent le colis. Dan O'Bannon dut se rendre à l'aéroport de Los Angeles pour les récupérer et convaincre les autorités qu'il s'agissait simplement de concepts destinés à un film de science-fiction horrifique. Le fonctionnaire en charge trouva tout de même les images si dérangeantes qu'il les qualifia d'avortements répugnants. Lors de l'avant-première d'Alien, la créature fit déjà scandale. Des fanatiques religieux, persuadés que le monstre représentait une incarnation démoniaque, mirent le feu à une réplique grandeur nature du xénomorphe. Une scène surréaliste. Au moment de préparer le 4e épisode de la saga, un problème inattendu surgit. Impossible de remettre la main sur la reine alien originale et les moules pour la fabriquer étaient tellement endommagés qu'ils ne pouvaient plus servir. La situation semblait désespérée jusqu'à ce que l'on découvre que la gigantesque marionnette avait été soigneusement conservée par un collectionneur passionné. Pour Alien 3, David Fincher voulait une atmosphère radicale et crue. C'est lui qui a eu l'idée que les prisonniers soient tous rasés. Quand il proposa ce choix à Weaver, elle adora immédiatement, à condition d'être très bien payée. Les autres acteurs furent d'abord réticents, mais apprenant que l'actrice principale allait elle aussi se prêter au jeu, ils finirent par suivre le mouvement. Très vite, leur apparence devint un atout de tournage. Ils s'amusaient à effrayer les visiteurs du plateau et surnommèrent le film « Les skinheads dans l'espace ». En 2004, la Fox décida de célébrer la saga avec un nouveau coffret DVD. Le producteur Charles de Lozirica fut chargé de préparer de nouvelles éditions spéciales et proposa aux metteurs en scène de revenir sur leur film. David Fincher eut même la possibilité de monter son propre director's cut, mais le cinéaste refusa catégoriquement, expliquant que l'expérience avait été trop douloureuse. Pour lui, il n'existerait jamais de version fidèle à sa vision. Donc l'édition spéciale étendue fut assemblée à partir d'une copie de travail supervisé par Fincher à l'époque, une version assemblée qui, sans être un director's cut officiel, offre un aperçu précieux de ce qu'il avait en tête. Et voilà, c'est tout pour les 4 premiers Aliens. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve très vite pour de nouvelles rétrospectives. En attendant, n'oubliez pas de commenter, liker et de vous abonner.